Et si demain, c'était le tour de votre pays? Imaginez une nuit ordinaire, où le président d'une nation est arraché à son palais par une opération éclair menée par une puissance étrangère. C'est exactement ce qui vient de se produire au Venezuela. En quelques heures, le chef de l'État a disparu, victime d'une intervention américaine, sans réaction concrète de la communauté internationale. Face à ce choc, Ibrahim Traoré, président burkinabé, ne s'est pas contenté de l'indignation. Sa réponse a été immédiate, ferme et sans ambiguïté. Il a dénoncé cet acte comme une atteinte flagrante à la souveraineté mondiale, un rappel glaçant que la loi du plus fort dicte désormais la marche du monde. Si même un président, protégé par les symboles d'un État, peut être capturé ainsi, qu'en est-il de la sécurité pour les nations du Sahel, déjà fragilisées? Pour les peuples du Sahel, chaque violation lointaine devient une menace locale. La neutralité, autrefois refuge prudent, se transforme en un luxe que peu peuvent encore s'offrir. Aujourd'hui, rester à l'écart, c'est accepter le risque d'être le prochain sur la liste. La disparition du président vénézuélien n'est pas un simple fait divers international. C'est un signal d'alarme pour tous les pays qui croyaient encore à l'immunité des frontières et au respect du droit international. Car l'enjeu n'est pas seulement diplomatique. Il s'agit de la survie nationale, du maintien de la sécurité collective et de la capacité à décider librement de son avenir. Si la souveraineté devient un mirage, c'est la porte ouverte à l'ingérence, à la fragilité chronique et à l'effondrement de la confiance dans les lois qui régissent le monde. Ce qui s'est joué en Amérique du Sud concerne, en vérité, chaque État qui refuse d'être réduit à un simple pion. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre la portée de cette rupture, il faut remonter le fil des tensions et des choix stratégiques qui ont conduit à cette nuit fatidique. Pour saisir l'ampleur de cette fracture, revenons sur le contexte qui a rendu possible une telle opération et sur les dynamiques mondiales qui redessinent les équilibres de pouvoir. Que vaut la souveraineté lorsqu'un président peut disparaître du jour au lendemain, sans procès, sans avertissement? Cette question, qui semblait lointaine, a surgi au cœur de l'actualité, alors que le chef de l'État vénézuélien a été enlevé en une nuit par une puissance étrangère. Le monde entier a assisté, impuissant, au retour brutal de la loi du plus fort, où le droit international semble s'effacer face à l'arbitraire des plus puissants. Ce basculement n'est pas né d'un seul coup. Depuis de nombreuses années, l'ordre mondial glisse, interventions unilatérales, sanctions économiques décidées sans concertation, guerre par procuration dissimulant des intérêts privés. Les règles autrefois garanties par des traités ne sont plus respectées que lorsque la force les appuie. Un à un, les principes fondateurs s'effritent, laissant place à une ère d'incertitude et de méfiance. Dans les chancelleries africaines, cette réalité éveille une inquiétude profonde. La peur n'est plus seulement théorique, elle devient tangible, presque viscérale. Les dirigeants du Sahel, déjà exposés à la fragilité politique et à la pression de multiples crises, voient dans chaque violation de souveraineté une menace pour leur propre stabilité. Plus personne n'ose croire que la distance, la neutralité ou la discrétion suffiront à protéger leur avenir. L'affaire Maduro est devenue, pour les États du Sahel, un miroir cruel. Ce qui arrive au Venezuela aujourd'hui pourrait toucher n'importe quelle autre capitale demain. Si même un chef d'État reconnu peut être enlevé sans réaction immédiate des institutions internationales, alors la frontière entre la sécurité et le chaos est plus fine que jamais. Les discussions à huis clos révèlent la peur de devenir le prochain domino à tomber. Mais face à ce climat de sidération, une voix s'est élevée avec force, celle d'Ibrahim Traoré. Le président burkinabé n'a pas simplement exprimé son indignation. Il a transformé le soutien à Caracas en manifeste de résistance. Dans un communiqué sans équivoque, il a dénoncé l'agression subie par le Venezuela comme une attaque contre l'ensemble des nations souveraines, appelant à une mobilisation collective pour défendre l'intégrité des États africains. Ce geste n'est pas anodin. Il marque un tournant stratégique. Plutôt que de se résigner à subir l'histoire, le Sahel, sous l'impulsion de Traoré, cherche à inverser la logique du domino. Chaque crise extérieure devient un catalyseur de solidarité, un moteur d'émancipation.
Les propos du président burkinabé circulent jusque dans les rues de Ouagadougou, où la population interroge déjà son propre futur. Et si cela nous arrivait? Derrière la rhétorique, des actes concrets émergent. L'Alliance des États du Sahel accélère la coopération militaire, échange des expertises juridiques et repense ses alliances. La menace qui plane sur la souveraineté n'est plus seulement un enjeu diplomatique. Elle touche à la survie politique, à la sécurité collective et à la capacité, pour des millions d'Africains, de façonner leur destin selon leurs propres choix. À ce stade, la peur n'est plus paralysante. Elle devient une énergie, une invitation à l'unité stratégique et à la veille permanente. Car si la souveraineté s'effondre, le risque est immense. Dépendance accrue, instabilité chronique et effacement définitif sur la scène internationale. Mais faut-il voir dans cet élan de solidarité un simple réflexe défensif, ou bien les prémices d'une révolution plus profonde des rapports de force au Sahel? Entrons dans les coulisses de cette réorganisation inédite. Si cela arrive au Venezuela, qui sera le prochain? Cette question, devenue obsessionnelle, trouble aujourd'hui le sommeil des dirigeants du Sahel. Ce n'est plus une simple peur lointaine. Chaque violation, où qu'elle se produise dans le monde, agit comme un avertissement local et ravive le spectre du domino-risque. L'enlèvement du président vénézuélien n'a pas seulement bouleversé Caracas. Il a prouvé que la souveraineté ne repose plus sur les traités, mais sur la capacité d'imposer le silence ou d'y résister. Pour Ibrahim Traoré et ses pairs, une évidence s'impose. Le moindre silence crée un précédent. Fermer les yeux face à une agression là-bas, c'est fragiliser ses propres frontières ici. C'est ainsi que l'Alliance des États du Sahel a commandé une analyse juridique. Selon ce document, l'intervention à Caracas constitue une agression armée au sens du droit international, une violation flagrante de la souveraineté, un usage unilatéral de la force sans mandat. Cette conclusion, partagée dans les états-majors et les chancelleries, nourrit la réflexion stratégique. Comment empêcher que le Sahel ne devienne la prochaine cible? À l'échelle régionale, un effet de bascule s'opère. Les demandes de coopération militaire explosent, les formations conjointes se multiplient, les alignements stratégiques se resserrent. Dans les discussions internes de l'AES, le concept d'un bouclier collectif fait son chemin, car chacun a compris que l'isolement équivaut à la vulnérabilité. Ce n'est plus la seule survie d'un pays qui est en jeu, mais la stabilité de tout un bloc. Et désormais, la langue diplomatique elle-même devient une arme politique. Chaque mot, chaque communiqué, façonne la légitimité et la perception de la menace. Mais ce tournant ne va pas sans débat. Certains prônent la prudence, craignant de provoquer les grandes puissances ou de précipiter une confrontation. D'autres, portés par l'instinct de survie, martèlent qu'il vaut mieux risquer l'action que de subir l'effacement. La peur n'est donc plus seulement une émotion. Elle guide les alliances, accélère les choix et pousse à redéfinir les doctrines de défense. Au fond, le dilemme est cruel. Soit le Sahel construit un bouclier collectif, soit il accepte de rester exposé aux caprices d'un monde où la force dicte l'ordre. Ce qui se joue à Caracas dépasse le Venezuela. C'est l'avenir de la souveraineté africaine qui se dessine à travers chaque réaction, chaque silence, chaque prise de parole. Face à ce basculement, il est temps de regarder en face les trois voies possibles: céder, survivre seul ou bâtir une nouvelle force commune. Mais quel chemin le Sahel choisira-t-il vraiment? Le XXIe siècle sera-t-il celui des consciences ou de la domination brute? Cette question n'est plus une simple réflexion philosophique. Elle s'impose désormais avec une acuité implacable dans chaque décision politique du Sahel. L'enlèvement du président vénézuélien agit comme un miroir déformant, rappelant que la souveraineté peut s'évaporer en une nuit, si l'on ne choisit pas son camp avec lucidité et courage. Face à ce choc, trois scénarios d'avenir se dessinent pour les États du Sahel. Premier scénario, les puissances occidentales, conscientes du risque de contagion, décident d'accorder une reconnaissance diplomatique accrue à la posture souverainiste du Sahel. Ce choix ouvrirait la voie à un dialogue stratégique, mais au prix d'une dépendance renouvelée. Deuxième option, l'intégration régionale s'accélère avec une coopération renforcée entre les pays du Sahel et leurs alliés du Sud.
En misant sur l'autonomie collective, le bloc tente de bâtir une nouvelle doctrine où la solidarité prime sur la soumission. Le troisième scénario, le plus redouté, est celui de la dérive vers la loi du plus fort. Ici, la région s'enferme dans la logique de la jungle internationale, chacun tentant de survivre sans règles partagées. Les conséquences économiques seraient immédiates: fuite des capitaux, raréfaction des investissements et effritement des échanges commerciaux. Diplomatiquement, le Sahel risque l'isolement, la marginalisation dans les forums mondiaux et la fragilisation de toute initiative panafricaine. La peur du syndrome de Caracas s'étend. Au sein des cercles dirigeants, ce terme résume une angoisse profonde. Être la prochaine cible d'une intervention unilatérale, sans recours ni appui. Cette peur n'est pas de la paranoïa, mais l'expression d'une réalité où la puissance militaire dicte la survie des États. Elle alimente la suspicion, encourage la fermeture des frontières et dégrade la confiance entre partenaires. En réponse, le Sahel entame un vaste audit de ses accords militaires hérités de l'ère postcoloniale. Les États-majors examinent chaque clause, chaque engagement, pour identifier les failles potentielles. Ce repositionnement stratégique n'est pas qu'une posture diplomatique. Il s'accompagne de nouveaux partenariats sud-sud, d'investissements accrus dans l'autonomie défensive et du lancement de formations conjointes avec les alliés les plus fiables. Le risque est immense. Un mauvais choix enferme le Sahel dans la dépendance, l'exposant à l'instabilité et à la tutelle permanente. Mais un choix audacieux, mûri dans l'unité et la clairvoyance, peut au contraire transformer la peur en levier de puissance collective. L'enjeu n'est rien de moins que la capacité pour le Sahel de peser réellement sur son propre destin et de ne plus subir les décisions prises ailleurs. Reste une question centrale. Comment, concrètement, transformer cette peur de la domination en une force motrice pour l'indépendance et la sécurité? Dans la prochaine séquence, nous verrons comment les États du Sahel peuvent convertir cette prise de conscience en initiatives concrètes et faire de la résilience stratégique un véritable projet collectif. La souveraineté ne se réclame pas, elle se construit chaque jour. Face au choc de l'enlèvement du président vénézuélien, le Sahel ne se contente plus d'exprimer son indignation. Il s'organise. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une feuille de route en 5 étapes prend forme. Renforcer la coordination militaire entre alliés, créer un fonds commun de défense, instituer un observatoire juridique indépendant, lancer un vaste programme civique pour réancrer la notion de citoyenneté, et enfin, pratiquer une diplomatie concertée à l'échelle régionale. Derrière cette stratégie, un basculement psychologique s'opère. La peur d'être la prochaine cible cède la place à la responsabilité partagée. Dans les quartiers de Ouagadougou comme dans les casernes, la question n'est plus « qui nous protégera ?», mais « que sommes-nous prêts à faire pour protéger notre souveraineté ?» La cohésion interne devient la clé de voûte de la résilience. Les rivalités anciennes s'effacent devant l'urgence. La société civile, les forces armées et les dirigeants unissent leurs efforts. Car la souveraineté ne survit jamais à la division. Ibrahim Traoré, lucide, martèle qu'il ne faut plus croire aux promesses extérieures. « Nul ne viendra défendre notre sort à notre place », répète-t-il dans ses discours. Le réalisme commande désormais de miser sur ses propres forces, de bâtir un rapport de force crédible et de cesser d'attendre la solution d'autrui. Le risque est immense. Si l'opportunité d'émancipation est manquée, le Sahel pourrait s'enfoncer dans l'impuissance, la dépendance et l'oubli sur la scène mondiale. Mais oser la transformation, c'est ouvrir la voie à une véritable indépendance, forgée dans l'action collective et la lucidité. Depuis l'affaire de Caracas, une génération se lève qui refuse de subir. La souveraineté n'est plus une abstraction, mais une discipline à exercer, chaque jour, dans le concret. Mais, face à cette montée en puissance, la pression internationale et les défis internes s'intensifient. Reste à savoir si ce réveil saura résister à l'épreuve du temps et des épreuves à venir. Qui restera debout quand la justice chancelle et que la force dicte sa loi? Cette question n'est plus une hypothèse lointaine, mais une réalité brûlante pour les peuples du Sahel. L'enlèvement du président vénézuélien n'a pas seulement choqué. Il a révélé la précarité de la souveraineté à travers le monde, y compris chez nous. Face à la brutalité d'un monde où la puissance écrase le droit,
Attendre que la tempête passe, c'est déjà céder ce qui nous reste de liberté. Dans ce contexte, le choix n'est plus entre l'action et la neutralité. Il est entre l'existence par soi-même et la disparition sous la domination des autres. Ibrahim Traoré l'a compris. Son cri d'alarme n'était pas seulement un avertissement. C'était un appel à transformer l'indignation en stratégie. Refuser la passivité, refuser l'idée que la souveraineté puisse être confisquée à notre insu, c'est poser un acte fondateur pour l'avenir de toute la région. La souveraineté n'est pas un privilège qui s'accorde selon l'humeur des puissants. Elle est un bien commun que chaque citoyen, chaque dirigeant, doit défendre au quotidien. Quand un chef d'État est capturé sans procès, chaque État est menacé. Chaque peuple doit comprendre que l'histoire de l'un peut devenir celle de tous. Il ne suffit plus de dénoncer, ni de se contenter de communiquer. La défense de notre intégrité doit devenir une habitude collective, dans la rue, dans les institutions, sur la scène diplomatique. Les États du Sahel ont la possibilité, aujourd'hui, de montrer la voie, d'unir leurs forces pour inverser la logique du domino et tracer une nouvelle doctrine souverainiste qui inspire d'autres régions. Attendre revient à être spectateur de notre propre effacement. S'engager, c'est se donner une chance d'exister sans tutelle, de choisir son destin, d'être respecté dans le concert des nations. Le message est clair. La souveraineté ne s'attend pas, elle se défend, ici et maintenant, par l'effort de tous. Rien n'est joué d'avance, mais renoncer à agir, c'est déjà perdre ce qui fait notre dignité. Agir collectivement, c'est affirmer que nul n'a le monopole de la justice, ni le droit d'imposer sa force sans réponse. Le Sahel, par son unité, peut devenir l'exemple que le monde attend. Reste alors à choisir, subir le prochain coup, ou se lever ensemble pour écrire une nouvelle page